Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'édition de décembre de l'émission Un café avec votre député, avec Sébastien Lemire. Bonjour Sébastien. Bonjour François. Alors aujourd'hui, trois sujets. On va parler de la prestation canadienne de relance économique au niveau des parents. On va aussi parler d'un dossier qui va être dévoilé cet après-midi, dossier de l'abattoir. Bon, vous allez présenter des résultats d'études et on va faire un petit bilan de l'année 2020 qui aura été une grosse année. Donc on va ensemble pouvoir parler de tout ça. Et je vous ai réservé, comme d'habitude, quelques questions du public pour la fin. Ça vous va? On commence tout de suite. Prestation canadienne de relance économique. Vous avez fait une sortie publique dans les dernières semaines à ce sujet-là. Au niveau des nouveaux parents, c'est difficile. Et ça, d'abord, je tiens à souligner la vigilance et l'expérience aussi de Yves Dumulon qui travaille à mon bureau et à l'accueil parce que rapidement, on était le premier bureau de député à mettre de l'avant une situation qui est effectivement une craque, dans laquelle les jeunes parents qui vivent une situation dans laquelle, évidemment, ils n'ont pas été nécessairement sur le marché du travail, n'ont pas cumulé un nombre d'heures, parce que le nouveau programme de la PCRE, la Prestation canadienne de relance économique, oblige un nombre d'heures dans lequel les programmes de congés parentaux tiennent compte. Sauf qu'au Québec, notre programme est différent d'ailleurs, et le cumul ne se faisait pas. Il y a comme s'il n'y avait pas une directive qui avait été donnée à des fonctionnaires pour faire en sorte qu'on reconnaît ou non l'expertise du Québec. Mais comme la décision n'était pas donnée de dire on accepte puis on vous donne l'argent du PCRE ou on ne l'accepte pas puis il va trouver un autre revenu ailleurs par un autre programme d'assurance-emploi, par exemple, traditionnel, bien, les gens étaient dans les limbes et fait en sorte qu'ils étaient sans revenus. Donc, tout le stress de ne pas avoir de revenus, surtout dans une situation d'être un jeune parent et tout le contexte qu'amène un nouveau bébé et tout ça. Ils ont déjà assez de choses à s'occuper. Totalement. Des intérêts à payer, le manque de comptes en souffrance, etc. Tout ça pour une erreur administrative parce qu'il n'y a pas de consigne qui a été donnée de la part du gouvernement. Donc, dans la démarche, on a évidemment interpellé ma collègue Louise Chabot pour qu'elle puisse poser des questions à la ministre Qualtrough pour apporter des réponses à cette situation-là. Et en faisant la démarche, on s'est retrouvé qu'il y a des dizaines, voire des centaines de cas partout au Québec. Chaque député avait finalement des comtés comme ceux-là dans leur comté. Donc, c'est vraiment un enjeu au niveau des nombres d'heures que les gens ont faites s'ils ont perdu leur emploi à cause d'un contexte COVID, mais qui ont eu le droit à la PCU et qui sont tombés en congé de maternité. Et ça, c'est vrai pour des femmes, évidemment, mais c'est vrai aussi pour des hommes. Le 5 semaines peut être suffisant pour passer d'un palier à l'autre, puis de ne pas avoir accès aux revenus, puis de finalement ne pas pouvoir profiter d'une situation de congé de paternité auquel ils auraient le droit, puis surtout d'être capable de payer leur compte. Donc, on a voulu poser des questions parce que la situation était une situation intenable pour plusieurs personnes qui nous ont témoigné au bureau. La réponse première de la ministre quand elle est interpellée, c'est « oui, on travaille fort là-dessus », une réponse que j'ai très souvent, évidemment. Que je peux utiliser par ailleurs, ça dépend, là, c'est une belle réponse en politique, mais qui évidemment, dans le contexte, n'était pas satisfaisante. Mais on aura été capable de mettre le doigt sur un enjeu, puis de mettre la pression pour faire en sorte que le revenu puisse arriver rapidement. Puis c'est concrètement, c'est de dire, regarde, oui, on t'accepte, parfait, on te verse l'argent, non, on t'accepte pas. Mais là, tu as des gens qui étaient dans les lignes qui attendent. Et c'est souvent ça, la grande frustration qu'on a envers le palier fédéral, ce sont les délais. Que ce soit au niveau de l'immigration, particulièrement cette année, ça a été terriblement difficile, des dossiers qui ont été retardés, que ce soit au niveau de l'assurance-emploi, les pensions de vieillesse, etc. Et comment qu'on est capable d'identifier les cracks pour faire en sorte qu'on accélère des choses. Bien, chapeau à Yves d'abord, puis à Marie-France d'avoir pu amener ces éléments-là, puis de monter le dossier pour qu'après ça... Là-dessus, je suis honnête aussi, c'est un dossier que l'équipe a porté. J'ai l'air fin d'être devant toi et tout, mais c'est le travail de l'équipe à la base qui a pu l'identifier puis apporter une piste de solution puis qu'on est capable de l'amener sur la place publique. Fait que oui, j'étais content d'être capable d'identifier ce problème-là parce que les contacts qu'on a eus, effectivement, c'était des gens qui étaient en détresse. Est-ce que ça a cheminé depuis? Oui. Le résultat exact en date d'aujourd'hui, comme je te dis, l'intervention a été faite la semaine passée. Souvent, un indicateur en politique, c'est que si les gens sont mal pris, ils nous contactent. Donc, pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais assurément, je me permettrai peut-être dans les commentaires en dessous de pouvoir te fournir cette réponse-là d'ici le moment où l'entrevue pourra être diffusée. Parce qu'effectivement, la question se pose, puis ça vaut la peine, effectivement, de répondre. Généralement, c'est assez long, mais comme je te dis, c'est vraiment la question d'une directive gouvernementale vers des fonctionnaires pour dire cette situation-là, elle est connue,
elle n'est pas problématique. Il faut donner une réponse. Et le fait de ne pas dire un oui ou un non, ça fait en sorte que la personne n'est pas capable de recevoir d'argent ou de se qualifier un autre programme. Vous le disiez, c'est l'équipe qui a souligné le problème. Les gens ne savent pas toujours, mais ils peuvent joindre votre équipe quand ils ont des difficultés comme ça pour avoir une certaine aide. Ah ben c'est le cœur d'un bureau de député dans une circonscription, c'est ça. Et honnêtement, c'est très accessible. Moi, je mise beaucoup sur d'abord le site web, lemire.info. Si tu me permets, je vais le mentionner. Par là, on a des formulaires adaptés pour les citoyens, mais aussi les entreprises, les municipalités, tous les services qu'on peut offrir et pour qu'on puisse poser la question. Puis moi, l'objectif que j'ai, c'est de pouvoir donner une réponse quand on est ouvert dans nos heures ouvrables en 15 minutes. C'est Yves à l'accueil, ça peut être aussi un membre de l'équipe, selon les répartitions des tâches qu'on a faites. C'est les entreprises, par exemple, Philippe va pouvoir donner des réponses et tout. Sinon, qu'on puisse répondre en 24 heures. Une fin de semaine, évidemment, dépendamment de la disponibilité des gens. Mais c'est d'avoir une réponse là-dessus. Le téléphone aussi fonctionne. Ma page Facebook de député, idéalement, parce que là, est accessible par un ensemble des membres de l'équipe, tandis que ma page personnelle va l'être par moi. Mais l'information se rend. Puis effectivement, on est capable de pouvoir apporter, non pas une réponse, parce qu'on ne pallie pas le gouvernement du Canada, bien que cet été, on l'a fait en masse par rapport à Service Canada et les bureaux qui étaient fermés. Mais d'être capable d'accompagner des démarches pour peut-être accélérer un dossier parce qu'il a été oublié, de pouvoir poser des questions, s'assurer qu'il chemine bien dans un appareil. Et c'est souvent là que ça bloque. Parlant de dossiers qui cheminent, on va faire une courte pause. Après la pause, on va vous parler du dossier de l'abattoir. Alors, on va l'apprendre ici en exclusivité sur notre plateau puisque vous allez dévoiler des résultats d'études cet après-midi en conférence de presse. Dossier de l'abattoir, dossier important pour vous. Fondamental. Et c'est un dossier qui, à la base, est extrêmement risqué. Honnêtement, je ne suis pas là à démontrer voici comment on doit faire et la marche à suivre. Évidemment, il y a des pistes de réflexion qui sont amenées de l'avant. Je n'ai pas d'autre intérêt que de développer ce levier économique-là. Moi, c'est un enjeu dans lequel je me rappelle quand j'étais jeune, tous les projets d'abattoirs qu'il y avait, auxquels notamment mon père avait collaboré au CRDAT à l'époque, puis l'abattoir mobile et tout. Puis même dans la campagne électorale, un gars comme François Gendron me dit « Moi, l'abattoir, j'en ai coupé 5 rubans, mais j'en ai fermé 5. » Et pour avoir travaillé à l'UPA durant près de 2 ans, le besoin est identifié comme étant énorme. Mais ce que je constatais aussi, c'est souvent un niveau de cynisme qui était là par rapport aux moyens ou le résultat que ça a donné. Ça a laissé une trace, l'ensemble de ces échecs-là. Et le dernier, que Marc Lemay avait travaillé beaucoup là, en 2007-2008, du côté du Témiscamingue, qui a eu un feu d'origine suspecte, fait en sorte que ça a laissé des traces. Et pour moi, d'abord, c'était inconcevable de ne pas en parler, du fait que je suis incapable de prédire un résultat de ça. Puis sincèrement, est-ce que les possibilités qu'on ait un abattoir à court terme, à moyen terme dans la région, est-ce qu'ils sont là? J'y crois énormément. Mais les chances que ça fonctionne, si on se fie à des chiffres comptables, puis c'est notamment ce que l'étude a pu nous amener, c'est risqué. Il faut le voir comme un enjeu de développement économique, un enjeu pour amener des outils pour nos producteurs, puis en même temps aussi de voir l'enjeu de l'abattage, mais très proche de ça, l'enjeu de la mise en marché, la commercialisation, le lien avec particulièrement nos boucheries fines qui se développent dans chaque ville particulièrement, le besoin des consommateurs de consommer une viande de qualité. Nos salaires sont relativement élevés en Abitibi-Témiscamingue, on le sait dans le contexte de la COVID, par notamment l'appui pour les mines. On s'en tire bien. Davantage dans l'axe Rouyn-Val-d'Or, évidemment, mais c'est vrai pour l'ensemble de la région et ce goût de consommer un produit de qualité. Tout ça amène, puis le désir aussi dans le contexte de la pandémie, de la souveraineté alimentaire, ça a été exprimé davantage. Peut-être un momentum différent qui fait en sorte que oui, il peut avoir un succès, mais ce qu'on constate aussi, c'est que depuis 2004, le nombre de fermes a diminué d'à peu près moitié, ceux qui font de la production animale, et le nombre de bêtes aussi a diminué d'à peu près la moitié. Donc, si ces projets-là avaient une difficulté d'être rentables il y a 15 ans, parce qu'il manquait peut-être un aspect de la solidarité des producteurs face à cette fidélité-là, parce qu'on avait besoin que ça soit rentable, que 100% des gens y aillent, bien,
si on a la moitié moins de bêtes, comment qu'on fait pour le rentabiliser? Et donc, il faut voir ces projets-là dans un ensemble. Il va falloir, puis c'est ce que je souhaite, donc, on lance des données. On lance des constats. Parce qu'il y a eu une étude là-dessus. Exact. C'est ce que j'ai fait par mon bureau. Je suis passé par la firme Forêt-Lavoie Conseil, donc qui, eux, avaient aussi fait des démarches d'études sur la situation de l'abattage en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et au niveau de l'Estrie. Donc, il y avait une certaine expérience. C'est une firme aussi auquel l'UPA, le syndicat bovin, avait travaillé aussi sur la situation de la région. Ils sont notamment actifs au niveau du PDZA au Témiscamingue. Donc, ma confiance envers eux était là, puis vraiment, ils m'ont permis de mettre le doigt sur des constats. Et c'est plusieurs diapositives de constats, de pages de constats qu'on a là, et qu'il faut s'approprier pour pouvoir repartir un nouveau projet. Ce projet-là, il doit être inclusif, il doit être réfléchi dans une optique collective, surtout au niveau du partage des risques. Parce que trop souvent, on a vu des projets d'abattoirs qui étaient faits, mais qui, après 4-5 ans, pas juste en région, un peu partout ailleurs, n'existe plus. Si l'abattoir est fondé sur une entreprise privée, bien, les subventions publiques qu'on y a mis sont perdues. Comment on peut assurer la pérennité de cette vision-là? Comment on peut assurer l'aspect fondamental de la mise en marché? Comment on peut s'assurer que quelques producteurs puissent se regrouper puis pouvoir avoir accès à cet abattoir-là? Est-ce que c'est le forfait, etc.? Est-ce qu'un modèle privé peut fonctionner? Tout ça, pour moi, le statu quo est problématique. On est dans un contexte dans lequel les coûts de transport sont énormes, l'impact environnemental est énorme, le temps que ça demande à des producteurs est énorme de pouvoir déplacer. Un producteur me disait cet automne, c'est à peu près 10 000 par année que ça y coûte, le fait qu'il n'y ait pas d'abattoir et qu'il soit obligé de se déplacer d'une région à l'autre pour aller faire abattre. Et ça a un impact très critique dans la rentabilité d'une ferme, le besoin d'un consommateur d'identifier d'où vient sa vache. Ça, si on peut se rendre jusque-là, ça serait absolument fantastique de consommer de la viande locale dans nos épiceries, dans nos restaurants, et on le sait. Et tout ça fait partie des avantages immenses de la souveraineté alimentaire, mais ça prend une réflexion. Et pour moi, ce que j'ai voulu déposer, c'est d'offrir à la région, puis j'espère qu'on saura collectivement prendre ces éléments-là pour faire cette réflexion-là. Ce n'est pas mon projet, c'est un projet de la région, et chacun, on devra se l'approprier. Rapidement, de quelle façon le fédéral peut s'impliquer dans un projet comme celui-là? Bien, à mon sens, c'est que les programmes actuels ne permettent pas de dire, regarde, voici, on subventionne. C'est souvent ça le problème. Il va pouvoir le faire peut-être sur un projet de démarrage d'entreprise traditionnelle. Mais ça, c'est un levier de développement économique qui est majeur. Elle ne sera peut-être pas rentable d'un point de vue pratico-pratique du jour au lendemain sans une aide gouvernementale qui ne soit pas juste des prêts. Déjà là. Il faut que la part de risque soit partagée. Et le gouvernement fédéral peut agir en ce sens-là. C'est la même situation pour les aéroports, pour l'accès Internet. Si on voit nos programmes comme étant, il faut que le privé participe, puis le gouvernement va mettre de l'argent sous forme de prêt, bien, ça fait en sorte que souvent les projets peuvent difficilement se concrétiser dans une région comme la nôtre. Donc, effectivement, il y a une prochaine étape qui va être de présenter ces projets-là, non seulement à la ministre de l'Agriculture, mais aussi à la ministre du Développement économique, pour dire maintenant comment vous êtes capable d'accompagner ce projet-là, parce qu'on est loin, parce qu'on est différent, parce qu'on est une région agricole, puis parce qu'on a un besoin qu'on n'est pas capable de combler autrement. Parce que là, en ce moment, les bêtes s'en vont ailleurs, on ne sait plus trop. Et tu sais, il y a une nouvelle loi sur le transport dans laquelle, techniquement, l'animal naît, il faut qu'il puisse être abattu dans un délai et il n'y a pas le temps de se rendre dans le contexte des transports. Fait que déjà là, c'est impossible qu'on soit légal. Fait que là, ça c'est au niveau provincial, mais il y a un amendement à cette loi temporaire pour aménager, pour rendre compte que finalement, oups, cette loi-là est peut-être viable dans une région, la Montérégie ou en Estrie, mais est stupide ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc, il faut être capable d'apporter des solutions qui vont faire en sorte qu'on soit capable de diversifier nos productions animales, qu'on apporte des solutions. Pourquoi qu'on ne peut pas se nourrir dans nos institutions ici? Tu sais, la prison d'Amos, par exemple, dans nos institutions scolaires, nos hôpitaux, en ayant un préjugé vers notre viande locale. Peut-être qu'elle va être un peu plus chère, mais en même temps, on fait rouler notre économie, on donne de la vie à nos producteurs, on occupe nos terres, notre territoire, on dynamise nos villages. Pour moi, il n'y a que des avantages, mais ça passe par ce levier-là. Tu sais, qu'est-ce qui vient en premier? Le fou la poule, évidemment, c'est une expression qu'on connaît tous, mais dans le contexte de l'abattage, ce qu'on constate, c'est que depuis 15 ans, on a diminué le nombre de fermes animales. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'abattoir? Moi, c'est mon hypothèse qui domine. Fait qu'en créant cet abattoir-là, on va diversifier notre nombre de fermes, on va donner de l'espoir à la relève. Il va y avoir vraiment un incitatif qui va être là. Puis justement, l'émergence de boucheries et de produits locaux qui s'est créée, bien, fait en sorte que je pense que le regard peut faire en sorte que ça fonctionne cette fois-ci, plus que ça a fonctionné par le passé. Mais le modèle est à réfléchir, puis ça,
Je ne veux pas imposer. On suggère des pistes de solutions basées sur l'expérience de ce qui se fait ailleurs, mais c'est à la collectivité de pouvoir se l'approprier. Voilà. On fait une courte pause, on vous revient dans quelques instants. C'est maintenant le moment parce que c'est la fin de l'année. Déjà, c'est le moment de faire le bilan de cette année-là, année version COVID. Comment ça s'est passé? Comment ça a été? Bien, je dirais depuis vendredi, là, depuis mon retour d'Ottawa vendredi, là, je me sens plus pour vrai dans l'esprit d'un bilan, plus que quand j'ai fait mon bilan d'un an, plus que... Là, c'est vraiment, je pense, boucler la boucle de cette première année-là, surtout avec le dépôt de l'étude sur l'abattoir qui se fait aujourd'hui. Pour moi, d'abord, un sentiment de mission accomplie. Je suis fier de l'impact que j'ai pu avoir, de sentir que des enjeux très stériles ont pu bouger. Notamment un qui est l'accès Internet haute vitesse, le réseau cellulaire. Un enjeu qui est évidemment fondamental, mais dont, parce que je l'ai amené au comité de l'industrie. J'ai cette chance-là, je suis vice-président du comité d'industrie, sciences et technologies, et j'ai pu influencer l'ordre du jour de ça. C'était le sujet qu'on abordait avant la pandémie, qu'on a abordé pendant la pandémie, c'était le deuxième. Le premier, j'ai voulu que ça soit l'aide aux producteurs agricoles. Après ça, ça a été Internet. Puis suivant le retour de la pandémie, bien, encore Internet revient. Et il nous reste une seule rencontre qui est à faire sur le sujet et on aura un rapport. Mais à l'évolution des questions qu'on a posées, le doigt sur des programmes, l'absence de concurrence, par exemple. Vous avez pu questionner des gros joueurs. Énormément. À la fois, les gros joueurs s'en viennent. Ça, c'est celle qui manque. Mais en même temps, le CRTC, on a pu questionner les ministres, on a pu questionner le commissaire à la concurrence, des petits joueurs, des moyens joueurs. Effectivement, une panoplie. Des gros joueurs ont été questionnés aussi dans le contexte de la pandémie, puis tout ça fait partie. Mais plusieurs constats qui ont un impact sur le résultat de la Abitibi-Témiscamingue. D'abord, c'est pas un seul gros programme. Il y a plusieurs petits programmes et dans lesquels chacun a leurs critères. Moi, même quand le gouvernement du Canada a annoncé, regarde, on veut annoncer 98% des Québécois et des Canadiens, on veut qu'ils soient rejoints d'ici 2026. D'abord, le besoin est immense. La pandémie aura, la COVID, le besoin en télétravail, le fait que les gens soient confinés, l'école à la maison, a fait en sorte que ce besoin-là est devenu absolument urgent. Évidemment, moi, j'ai capitalisé là-dessus. J'ai voulu s'assurer de ça. Tout le monde reconnaît que c'est une situation qui est urgente, donc c'est un sujet qui était facile à prioriser, à mettre de l'avant. Mais encore là, sur les constats, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Donc, le défi de la concurrence, le défi de l'accès au poteau. Est-ce qu'un fournisseur doit être un distributeur? Ça, c'est le genre de questions que différents acteurs ont pu apporter des réponses. Le fait, est-ce que l'arrivée d'une technologie comme le satellite à basse altitude, de SpaceX, est-ce que ça va répondre à un besoin? La réponse, oui. Mais en même temps, on ne peut pas se priver de la fibre optique. C'est ce qui demeure le plus fiable. C'est ce qui demeure. Mais l'amener ce fil-là, qui après ça peut-il se transformer par câble et par d'autres moyens, c'est aussi plus coûteux. Est-ce que nos programmes sont adaptés au fait qu'on a une région faiblement densité? La réponse, c'est non. Et c'est tout ça qu'on a voulu faire évoluer dans la mentalité, mais plus je vois les interventions de mes collègues, peu importe leur parti politique sur les enjeux, on sent que le discours est très différent. Et la volonté de changer, d'adapter les programmes, il est énorme. Et ça, ben, pour moi, j'en suis très fier. Fait que ça, c'est un des premiers bilans qui est à faire. Bon, si je pense à mon année, je ne peux évidemment pas oublier. Puis c'est drôle, je te regarde, puis ça me ramène aussi on retourne en mars-avril. Avec qui j'ai été en contact là-dessus, c'est le contexte des rapatriements. Toute la question de se retrouver, de voir... Puis ça, là-dessus, je suis particulièrement fier. Je pense que j'ai été le seul député au Canada qui a fait une opération aussi large. Avec l'équipe, on était en contact avec plus de 300 gens de la région ou leurs familles ou des groupes organisés qui étaient à l'étranger. Et souvent, dans un cas comme le tien, ça a été un peu d'éclairage, mais tu es arrivé, tu es revenu au bon moment. Ça a été plutôt facile. Mais il y a des gens envers qui on a fait la différence, s'ils embarquaient ou non dans un avion.
des gens en République dominicaine, la situation du Maroc ou la situation du Pérou dans laquelle l'armée est arrivée dans les rues, puis que le contact avec l'ambassade était fermé. C'est nous qui avons pu faire le lien vers le cabinet du ministre des Affaires étrangères pour être capable de transmettre de l'information sur le terrain des gens qui ont dû patienter même 3 semaines, 1 mois là-dedans. En Asie, en Indonésie, c'était des journées de plus de 20 heures par semaine, par jour, c'est-à-dire j'ai dormi au bureau, j'ai des collègues qui l'ont fait, on était en gestion de crise, là, surtout les 2 premières semaines, opérationnel vraiment 24 heures. C'est un peu un centre opérationnel, ton bureau, pendant ça. C'était fascinant, le sentiment un peu James Bond d'avoir la carte du monde puis de l'opérer. Puis parce que la nuit, on est en Asie, le jour, on est ailleurs. Fait que chaque journée amenait son lot. Souvent, c'était peut-être juste une approche, un contact plus empathique faisait la différence pour calmer l'anxiété que ça crée. Mais dans d'autres cas, on a pu faire la différence. Ça, c'est un élément qui a l'air tellement loin, mais qui a été effectivement immense. Ensuite, pour moi, il y a toute la question des enjeux régionaux qui sont propres. Les agriculteurs, ce sont des gens pour qui j'ai pris position souvent. Là, en chambre, toute la question de la gestion de l'offre, la protection de la gestion de l'offre. J'ai eu l'occasion de faire une intervention sur les transferts de propriété. Pourquoi la loi ne nous permet pas de faire un transfert de propriété apparenté? Il y a un projet de loi qui s'en vient là-dessus. Donc, d'être en support à ces questions-là. La question aussi, du développement aérien, c'est des choses sur lesquelles l'enjeu de NAF Canada, il y aura encore beaucoup de travail à faire sur ces enjeux-là, mais ils sont mis sur la carte. Les programmes de développement économique, dans le contexte de pandémie, qui étaient très mal adaptés à nos petits entrepreneurs, les sociétés en non collectif, ceux qui se payent par dividende, de passer par les SADC. C'est un programme que j'ai revendiqué. Le rôle des SADC, on sent que la ministre Joly a évolué puis a mis ça au cœur de sa stratégie. Bien, ça, là-dessus, je suis convaincu d'avoir un impact là-dessus. On va y aller avec une question du public. J'ai Audrey qui nous demande: la région a récemment lancé une campagne pour favoriser l'arrivée de nouveaux habitants pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. De quelle façon le fédéral peut se positionner pour aider? Attractivité. Bonjour Audrey, merci pour ta question. Le fédéral a d'abord, l'attractivité, il y a plusieurs éléments. Il y a l'enjeu de l'immigration. Donc, effectivement, d'être un facilitateur, parce que souvent, le besoin, si on parle d'attractivité, on parle forcément de main-d'œuvre dans un contexte de région comme la nôtre. Et la lourdeur des programmes avant qu'il y ait un appui qui donne. C'est sûr que le fédéral, en théorie, devrait s'assurer juste que la personne qui traverse est sécuritaire, puis vu qu'après ça, parle français, etc., c'est transféré au Québec. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour moi, de voir juste un bureau d'immigration dans les bureaux de Service Canada qui soit capable de faciliter de traiter ça en service d'accompagnement aux entreprises, mais de façon ancrée localement dans la communauté, qui peut faire un service aux entreprises au lieu d'être un numéro 800 que tu appelles à Ottawa. Déjà là, je pense que ça fera la différence. Comment on peut agir au niveau fédéral? Toute la question, moi, que je trouve fascinante, si tu veux prêter serment parce que tu deviens citoyen canadien, bien, il faut que tu t'en ailles. Puis même l'examen médical, il faut que tu ailles à Gatineau ou à Montréal. Donc, prends une journée de congé, prends un autre, une nuit d'hôtel, t'amènes ta famille, les repas, etc. Ça devient un projet qui, finalement, comment on peut être accueillant? Mais là-dessus aussi, la préoccupation que j'ai, c'est que c'est pas juste de travailler sur l'accueil des gens. D'attirer les gens, ça, je pense que ça va bien. Puis le défi aussi que va poser l'Agence d'attractivité, c'est comment on peut favoriser l'intégration et la rétention. Exactement. Qu'est-ce qui fait que dans 2 ans, les gens vont dire « Moi, j'ai le goût de rester ici en Abitibi-Témiscamingue et j'ai bien... » Évidemment, on aura toujours l'ultime image d'Ulrich Chérubin, mais des succès comme ça, c'est normal que ce ne soit pas tous les cas. Mais il faut être capable d'être accueillant en dehors d'un événement. Parce que dans l'événementiel, on est fantastique en région. Mais dans le quotidien, sincèrement, je pense qu'on a des défis. Et pas juste des gens qui sont de l'extérieur, d'étrangers et d'un autre pays. Des gens qui viennent d'autres régions administratives. Moi, j'ai moi-même ma conjointe qui est une fille qui vient d'une autre région. Et si tu n'es pas natif de la région, des fois, d'intégrer des cercles, d'intégrer des milieux de travail, d'amener des perspectives différentes, oups! C'est un peu plus difficile dans la région. Fait que ça, il faut qu'on soit capable de l'adresser. Il faut qu'on soit capable d'avoir des modèles. Il faut qu'on soit capable de comprendre ça. Qu'on est super accueillant, mais que parfois, nos habitudes font en sorte qu'une personne peut avoir de la misère à faire la prochaine étape. Et on n'a pas le luxe d'en perdre tant que ça. J'ai Éric qui nous demande 2021 approche. Qu'est-ce que Sébastien Lemire peut se souhaiter pour 2021 en tant que député? Ce que je m'amusais à dire dans mes cartes de Noël, c'est de dire que je me souhaite une année 2021 à la hauteur des attentes que j'ai pour 2020. D'abord, d'être capable de prendre la pause des fêtes. Moi, le contexte COVID
je m'en plains pas trop parce que je trouve ça cool l'idée d'être en famille, dans une bulle plus limitée, puis de passer du temps dans ce noyau familial-là. J'aurais aimé ça le party puis tout ça, mais personnellement, ça a cet impact-là. Après ça, ben, ça va être une année qui va repartir. Là, regarde, j'ai pas le choix de penser à l'élection qui est potentielle dès le mois de mars. S'il y a un budget avec toute la hauteur des dépenses non responsables qu'a fait le gouvernement Trudeau et les attentes qu'il crée, je nous souhaite sincèrement qu'il puisse y avoir un vaccin qui soit efficace, qui va pouvoir nous ramener vers un rythme de vie normal. Je nous souhaite qu'on soit capable d'adresser les enjeux collatéraux du risque zéro d'un confinement. Notamment tous les enjeux de la détresse psychologique. Ça, c'est des choses que je trouve extrêmement préoccupantes, qui font partie effectivement de ce que j'ai en tête pour 2020, plus les autres enjeux que je n'aurai pas le temps de te répondre dans le temps que tu m'offres. Parce que 2021, ça va être une grosse année. Justement, le vaccin a commencé. Comment on voit ça au niveau pandémique, là? Comment on l'imagine? François, je ne veux pas savoir, sincèrement, combien ça a coûté avoir 249 000 doses de vaccin. J'aurai la chance de poser la question parce que le comité de l'industrie, justement, va avoir à poser la question de la pandémie. On va recevoir les ministres concernés au mois de janvier. Mais j'ai l'impression que ça va pouvoir avoir coûté aussi cher, ces 240 000-là, que les 30-40 millions de doses qui vont servir l'ensemble de la population. 249 000 doses, d'abord, c'est un vaccin qu'il faut avoir 2 fois à 3 semaines d'intervalle. Fait que diminué par 2, ça fait 125 000. 125 000 Canadiens distribués au prorata des provinces. Fait que tu en as à peu près l'équivalent de 30 000 au Québec. Amené dans un contexte où, finalement, l'impact, il est symbolique, il est politique. On a payé je ne sais combien de millions supplémentaires pour des doses qui ne nous étaient pas destinées parce qu'on ne les produit pas au Canada. Et ça, c'est un problème. Parce que notre industrie pharmaceutique, on est un leader au Québec. On avait 5 grandes pharmaceutiques. Tous les mêmes que tu vois les noms étaient quasiment dans leur siège social au Québec en 2007-2008. Et là, c'est pas le cas. Mais après ça, moi, je ne m'attends pas à être vacciné sincèrement avant le mois de septembre. On pourrait en parler longtemps. Le temps nous manque. Il me reste 3 questions en rafale avant qu'on s'en aille au générique. Chocolat ou canne en bonbons? Chocolat. Sapin naturel ou artificiel? Naturel. Game de hockey extérieur ou 5 à 7 dans la cuisine? Parce que c'est du hockey, c'est clair que c'est un game de hockey. Ça, Et en 20 secondes, je te laisse le temps de souhaiter un bon temps des fêtes aux spectateurs. Bien, merci François. Joyeuses fêtes à toi. Joyeuses fêtes à tout le monde. Merci pour votre résilience, pour votre solidarité dans le contexte. On a eu cette semaine, on était ébranlés par notre résilience, là, par le message qu'on a reçu du gouvernement, mais en même temps, je pense qu'on peut être terriblement fiers de la façon dont on a relevé ce défi-là absolument unique d'une pandémie dans un contexte comme le Témiscamingue. Je pense qu'on est, grâce à notre bienveillance, l'endroit dans le monde qu'on veut être pour vivre une pandémie, et ça, on l'a prouvé. On va te souhaiter un bon temps des fêtes et un bon temps des fêtes aux gens qui nous écoutaient à la maison. On se retrouve en janvier. Merci.